d'ascension au minimum. Et les voilà partis. Ridicas et Pépé pourra. Zarkava, vous aviez rendez-vous avec l'histoire. Zarkava, ce rendez-vous, vous ne l'avez pas manqué. Paul Gall, il n'est peut-être pas vaincu, mais il est aujourd'hui invincible. La championne de mon cœur qui va terrasser l'opposition. Jean-Michel Bazir, Republic, on vous aime. Trêve qui est formidable ici, va s'imposer, rester invaincu. Incroyable docteur de ballon qui rentre dans l'histoire. Bienvenue dans les Big Story, le podcast qui donne la parole aux acteurs du monde épique. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième saison d'Epic Story. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, nous avons reçu Gabriele Guelormini, driver italien, l'un des meilleurs drivers aujourd'hui en France dans le peloton. Il nous a reçus à Chantilly pendant une quinzaine de minutes. Il nous parle de ses meilleurs souvenirs, de ses meilleurs chevaux, des prochains mois et de ses futurs objectifs. Bonne écoute à tous. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient votre passion pour les courses et pour les courses de chevaux ? Bah écoutez, c'était un truc que ça a toujours existé dans ma famille. Donc mon père il est entraîneur, il l'est toujours. Forcément il a réduit, mais moi quand je suis né, mon père entraînait des chevaux, une cinquantaine de chevaux. On habitait dans un haras à la campagne en Italie. Mon oncle il était commerçant de chevaux, voilà. Donc j'étais bien installé déjà. Et c'est quoi ton premier souvenir sur un hippodrome ? Bah, je crois que mes parents ils ont dû m'emmener quand j'avais 2 mois déjà. Donc j'étais tout de suite sur un hippodrome, mais le premier souvenir, c'est de voir mon père gagner, quoi. Le truc qui me reste quand j'avais grandi un petit peu déjà. Voilà. Et à quel moment de ta vie tu t'es dit que tu voulais faire ton métier ? À quel moment Tout de suite, ouais. Ouais. De toute façon, même je voulais plus aller à l'école, je voulais pas aller à l'école. J'étais jeune, j'avais même pas 15 ans, donc voilà. Comment ça s'est concrétisé pour toi ? Comment tu as débuté dans le métier ? J'ai débuté en allant aux écuries avec mon père. Et après, j'ai fait des stages aussi chez Guzzinati, Andrea. Et ensuite j'ai commencé à travailler des chevaux de course déjà à l'âge de 13-14 ans. Et à 15 ans, j'ai gagné ma première course, je crois que j'avais 14 ans. Ma première course, en fait, ça s'appelle des courses de pays. C'est des courses organisées sur les hippodromes après les courses. Donc voilà, j'ai commencé comme ça mes premiers vraiment en kiff, quoi. Okay. Et pourquoi le trot du coup ? Parce que ton père faisait du trot aussi ou pourquoi tu as choisi le trot plus qu'une autre discipline ? Parce que le galop, je connaissais pas à ce moment-là. Voilà, j'étais tout de suite baigné dans une écurie de trot, dans un élevage de trot. Donc voilà, je me suis jamais posé la question. Puis mon physique ne me le permet pas non plus. Et qu'est-ce que cette discipline elle a de plus que les autres d'après toi ? Elle est super complète, super difficile dans le sens où il y a beaucoup de paramètres différents que par exemple, je suis sûr même qu'il n'y en a pas dans le plat ou dans d'autres disciplines. Nous, il faut que ça trotte, il faut que ça tire pas, il faut que ça aille vite, il faut que ça aille longtemps, il faut que ça aille droit, il faut que ça tourne à main droite, à main gauche, il faut que ça parte à la volte, il faut que ça marche au pas longtemps, il y a énormément de paramètres. Donc ça, c'est vachement passionnant. C'est quoi ton plus beau souvenir dans le monde des courses jusqu'à maintenant ? Il n'y a pas si longtemps, c'est Honeck. Elite Lopp 2023, c'est ma plus belle course. Après, j'ai eu la chance de courir des grosses courses. J'ai gagné des groupes 1, j'ai fait 2e au Prix d'Amérique déjà, à ma première participation. Donc voilà. Mais l'Elite Lopp, sans doute, je suis sûr que c'est ma plus belle course. Et la plus belle atmosphère que tu as vue dans un hippodrome, c'était où ? Que tu as connu, vu, vécu sur un hippodrome ? Solvala et dimanche de Prix d'Amérique. Et la course qui te fait rêver de gagner, est-ce que c'est le Prix d'Amérique ou est-ce que c'est l'Elite Lopp que tu as déjà gagné ? C'est quoi la course qui te fait Maintenant c'est l'Amérique. Maintenant forcément j'aimerais les regagner à plusieurs reprises. Mais si je dois le faire une fois dans la vie, je dois choisir entre gagner 2 fois l'Elite Lopp ou une fois l'Amérique, je vais prendre l'Amérique maintenant. Et du coup, ton cheval de cœur jusqu'à maintenant, est-ce que c'est forcément Honeck ? Est-ce que c'est Voltigeur de Mire ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Honeck, ça va devenir un cheval de cœur, c'est un cheval de mon histoire, de l'histoire de tout le monde en plus.
Après, moi je le côtoyais tard. Donc certes, il y a des chevaux qui passent un petit peu avant au niveau cœur. C'est Voltigeur, Amiral Sacha. C'est des chevaux qui m'ont aidé dès le début et ils m'ont lancé, quoi. Peut-être s'il n'y avait pas eux, j'aurais pas eu Yonek. C'est qui les entraîneurs qui ont le plus compté dans ta carrière jusqu'à présent et pourquoi? Bah, je dirais Sébastien Garato, très important. C'est un crack entraîneur qui m'a fait confiance depuis que j'étais apprenti jusqu'à maintenant. Donc tous les ans, c'est des shows de groupe, c'est des bons poulains, c'est des victoires régulièrement, des shows de groupe. Je n'ai drivé plein des shows de groupe chez lui, des Cara Williams, des Boller Love, Billy de Montfort, voilà, j'en ai plein. Donc je le mettrai en tête, lui. Et après, sur les autres, tu as eu notamment travaillé avec Jean-Michel Bazir aussi? Ouais, bah JM, c'était mon patron, c'est pas l'entraîneur préféré. Mais mes entraîneurs préférés pour ma carrière, c'est Sébastien, Philippe Allaire et plein d'autres petits entraîneurs qui font beaucoup, quoi. Mais après, si on doit en citer deux, forcément, tu es obligé de dire ces deux mecs-là, parce que Philippe, il y a eu un mec maintenant, mais j'en ai eu beaucoup des bons avant aussi. Donc voilà, je mettrai en tête ces deux-là, mais Garaton en premier. Comment est-ce qu'on fait pour préparer une journée de course quand on est driver comme toi? On regarde le programme le matin, comment ça se passe quand on Ouais, bah moi ça dépend. Alors il y a des matins où je vais trotter, pas souvent, mais sinon le reste du temps, moi je suis très très attentif à la concurrence, donc j'aime bien étudier avec qui je cours. Et puis voilà, quoi. Vous êtes parmi les tout meilleurs drivers du circuit des drivers. Vous devez donc être très demandé par les entraîneurs et les propriétaires. Comment est-ce que vous choisissez les chevaux que vous montez en course? Bah, par rapport à mes clients, je passe ma clientèle d'abord. Okay. Voilà, donc c'est des erreurs que j'ai fait avant de choisir un cheval, que je mène jamais pour un entraîneur que je connaissais pas, en préférant un entraîneur qui avait la deuxième chance ce jour-là, mais c'était un crack entraîneur. Justement, on voit que vous étiez à Cabourg hier soir, en gare aujourd'hui. Est-ce que c'est pas trop difficile d'enchaîner toutes ces journées de réunions de course avec beaucoup de trajets, beaucoup de routes? Comment est-ce qu'on fait au quotidien pour gérer ça? Bah non, sincèrement ça va. C'est pas... Le plus dur c'est la route. Le plus dur c'est la route. Après les courses, faut être concentré, faut étudier, c'est du travail, mais la route, c'est le plus dur, le plus chiant. Mais bon, j'ai quand même l'habitude. Faut des bonnes voitures, faut des voitures quand même assez confort pour rouler. Et après, voilà, quand tu peux être accompagné par quelqu'un, c'est pas dérangeant non plus. Et justement, comment vous gérez ça? Vous avez un staff qui gère ça pour vous? Ou vous gérez vous-même les voitures, les trajets, tout ça? Non, bah la voiture tout seul. Après, tout ce qui est déplacement, c'est mon agent qui fait ça. Donc voilà, on choisit les courses ensemble, normalement, si ça ne manque pas des trucs comme hier soir. et puis voilà. Du coup, l'émergence des agents, c'est un métier qui a pris de plus en plus de place. Toi, ça fait combien de temps que tu travailles avec ton agent et qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir un agent? Bah, il y a trop de courses à suivre en fait. Il y a des horaires différents pour la déclaration de partant. Peut-être que tu es en train de courir, il y a des déclarations de partant, de double monte. C'est trop le bordel. Du coup, les agents, ça aide. C'est moi qui les ai lancés en premier, Okay. avec Mathieu Brivard. Et tout le monde, personne ne les voulait, personne n'était d'accord, les collègues n'étaient pas d'accord et tout. Ils disaient qu'on piquait les chevaux des autres. Puis bah maintenant, même le dernier, il l'a pris, quoi. Et je demande, un jour, est-ce que tu penses à entraîner, à faire d'autres choses, ou tu voudras rester simplement driver toute ta carrière ou Non, bah toute ma carrière, je sais pas, mais je vais continuer encore à driver un peu. J'ai encore 15 ans pour driver, sûr. Tu as déjà gagné de nombreux groupes. Qu'est-ce qu'on ressent comme émotion quand on gagne ce genre de course-là? Bah, en fait, il y a beaucoup de trucs avant les groupes. Il y a beaucoup de pression avant. Après, c'est une course comme une autre. Une fois parti, c'est une course comme une autre. Mais non, mais c'est sûr que voilà, il y a toujours un truc différent de gagner une belle qu'une course normale. Même si toutes les victoires, je les apprécie beaucoup. Donc, Est-ce que tu étais plus stressé avant l'Amérique ou avant l'Elite Cup? Ça dépend. Cette année, j'étais pas stressé du tout à l'Amérique. Parce que bon. Mais l'Amérique avec Voltigeur? Oui, un petit peu parce que j'étais en mise à pied en plus ce jour-là et je pouvais driver que cette course-là. Donc j'ai dû arriver super tôt sous l'hippodrome pour le débrief et tout. Et puis j'ai dû attendre
4 ou 5 heures à attendre, quoi. Voilà, donc là, tu cogites beaucoup, sans que tu travailles entre-temps. Mais l'Elite Loop, non, j'étais pas stressé du tout. Je sais pas pourquoi, parce qu'on est à l'étranger, c'est pas le même, je sais pas. Donc tu pensais vraiment avoir une bonne chance de gagner, parce qu'avant la course, il y avait quand même étonnant, il y avait d'autres chevaux. Tu pensais avoir la chance de gagner ou tu pensais que ça allait être compliqué? Non, je savais que j'avais une première chance dans la finale, notamment, avec le numéro qu'ils m'ont laissé, avec le déferrage. Voilà, sur le miles, il était invaincu. Hein. Il était invaincu, en fait, il a perdu que dans la batterie. Et après, il a quasiment tout le temps gagné. Hein. Voilà. Moi, une dernière question, juste sur les courses en tant que telles. On voit qu'il y a parfois de moins en moins de public, de moins en moins de gens qui viennent aux courses. À ton avis, comment est-ce qu'on peut faire pour redonner un peu d'envie aux gens de venir aux courses, faire revenir un peu de public? Alors, je pense qu'en semaine, je pense que c'est normal, parce qu'on peut pas organiser. Il y a tellement de courses, on peut pas organiser des événements tout le temps. Mais je trouve quand même que ce qui se passe à Longchamp, à Vincennes, quand même, les vendredis et tout, c'était pas mal. Il faudrait essayer de le faire plus régulièrement, attirer du monde comme ça. Mais après, c'est pas facile, les gens travaillent en semaine aussi. Quand tu cours à 12h30 ou à 13h, voilà. Hein. Quand ils essayent la Formule 1, il n'y a personne. Hein. Ouais. Après, le jour J, il y a du monde, mais je pense pas qu'ils s'y mettent des tickets payants à chaque coup, il y aura tant de monde tous les jours. Je pense qu'il faut créer des événements, moi les dimanches, après à Vincennes, qu'il y a des belles courses tout le temps. Ça, ils essayent de le faire. Après, tu peux attirer du monde si tu mets des machines à sous. Mais les gens, ils viennent pour jouer à les machines à sous et pas pour voir les courses. Je pense que c'est pas évident. En semaine, il y a les mecs, les habitués, quoi. Alors, ou on court 2 fois la semaine, ou on court tous les jours, mais forcément, il y a moins de public un peu la semaine. C'est ça le truc. Il y a trop de courses. Il y a beaucoup de courses. Et qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour les prochains mois? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les prochains mois, prochaines semaines? Gagner le Prix d'Amérique et Sulky d'Or 2025. C'est l'objectif? Oui. Oui, 2023. Oui, voilà. Ok. Nickel. Parfait. Et voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode d'Epic Story. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter qu'on a pris de plaisir à l'enregistrer. Merci à Gabriel Guélormini pour sa participation. Et on vous dit à très vite sur Epic Story pour de nouvelles aventures. À bientôt.